Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de partager leur histoire souvent atypique. C'est pour ça que j'ai créé le podcast Histoire d'hypercroissance où j'invite des entrepreneurs et des experts et on prend le temps de décortiquer les meilleures pratiques d'affaires, tout ça dans le but de vous inspirer, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Sophie Reiss. Écoutez, il y a des gens dans la vie où on fait des rencontres qui transforment notre vie. Sophie est carrément mon coup de cœur de 2022. Vous allez comprendre pourquoi. Mais cette femme-là, elle a quelque chose d'unique, d'extraordinaire. Elle nous partage son histoire vraiment atypique, mais grandiose. Et l'impact que cette femme-là va avoir au Québec, elle est incommensurable. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir mon coup de cœur de l'année 2022, Sophie Reiss. Hey, j'aime ça, moi, être un coup de cœur. C'est bien, hein? J'adore ça. Oui. Alors, écoute, on a eu la chance de se rencontrer à travers un combat la vie nous a présenté, mais qui pour moi n'est plus un combat, mais qui est de vouloir en guérir, qui est le cancer du sein. Mais avant tout, pourquoi je suis contente que tu aies accepté l'invitation sur Histoire d'hypercroissance, c'est que j'aime toujours inviter des gens, des entrepreneurs au parcours atypique. Et quand on parle d'hypercroissance, il ne faut pas l'associer nécessairement au dollar, mais l'hypercroissance, d'avoir un impact, de faire avancer les choses, c'est d'aller chercher le meilleur des situations qui se présentent à nous. Et quand je te regarde, tu es l'emblème même et l'incarnation même de faire bien les choses et de les amener à un autre niveau et d'avoir l'impact. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Ben là, je suis super contente et hyper honorée avec une introduction comme ça. Mais oui, puis moi, j'aime ça dire, moi, j'ai une histoire d'hypercroissance personnelle. Donc, tu l'as bien mis en bouche, là. Oui, exactement. Et ce que j'aime, c'est toujours comprendre la personne. On a une belle voix radiophonique, tu es très présente sur les réseaux sociaux, tu es cofondatrice de La Ruche à Montréal, tu as une belle expérience, un beau bagage, de leader, de manager et tout. Mais j'aimerais savoir d'où elle vient, cette bébite-là, là. Hey, on va commencer avec, j'aime beaucoup dire en introduction, il était une fois Sophie. Donc, il était une fois Sophie, une petite fille avec des grands rêves, qui a su très jeune que pour pouvoir réaliser ces grands rêves-là, il fallait qu'elle travaille très fort. Donc, j'ai commencé à travailler super jeune pour être en mesure d'économiser pour faire le tour du monde. Parce que moi, dans ma tête, j'avais vraiment toujours cette curiosité-là, puis cette passion-là de se dire, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? Tu sais, comment les gens fonctionnent? Puis moi, mes deux parents sont immigrants, donc immigrants de première génération, sont arrivés ici avec 2 valises. Donc, j'avais toujours cette curiosité-là de se dire, bien, il y a quand même un monde qui se passe à l'autre bout de la planète, puis allons le découvrir pour créer des ponts. Donc, j'ai cumulé plein d'emplois, j'ai travaillé vraiment beaucoup en communication, en agence de publicité, et bien, la vie m'a amenée toujours à travailler en innovation, en direction de marque, en alliance stratégique, puis j'ai accédé très jeune à des postes de haut niveau, vraiment, en milieu corporatif, en télécommunication, où j'ai œuvré pendant 10 ans après les agences de publicité, et est arrivé un moment charnière en 2016, donc au fruit de mon 2e congé de maternité, je me suis posé une grande question qui se résume en un mot et qui est « Pourquoi? » Why? En fait, pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je suis dans ces espèces de programmes de haute performance? Pourquoi que je me donne tellement et tout ça? Puis c'est super parce que dans le fond, j'adore en fait. J'adore tout ce que j'ai fait et tout ça. Je prenais plaisir à le faire. Mais dans ma quête du pourquoi, j'ai pris justement mon 2e congé de maternité, qui est un moment extraordinaire pour faire de l'introspection. Et à coup de grande c'est comme le fruit de beaucoup de moments de psychothérapie, là. Oui. Je me suis rendu compte que ce qui m'animait profondément, dans le fond, là, c'était pas de mettre des logos là, sur le centre Vidéotron pour le nommer. Là. Ce qui m'animait, c'était d'aider les gens à réaliser leurs rêves. C'était ça, mon X. Donc, par l'entremise de la philanthropie, par l'entremise, justement, des communications, en fait, des commandites ou des investissements, en fait,
que l'entreprise qui m'engageait me rendait possible, ben j'aidais finalement l'entrepreneur à réaliser ses idées de festival, au festivalier à avoir une meilleure expérience, ainsi de suite, tu sais, ou à l'organisation que je soutenais de pouvoir réaliser sa mission. Donc, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça qui m'animait. Fait que j'ai envoyé dans l'univers de me dire, ben est-ce qu'il y aurait un grand projet pour lequel je pourrais contribuer, tu sais, donc qui pourrait justement capitaliser sur cette mission-là, mais à plus grand impact, en fait, tu sais, ou à cette espèce d'ikigai, comme les japonais disent. C'est ça qui me rendait heureuse, tu sais. C'est ça, aider les gens à réaliser leurs rêves. Et c'est comme ça qu'est arrivé Jean-Sébastien Noël dans ma vie, qui est un gars de Québec, qui avait une grande idée, qui était justement de construire et de faire rayonner La Ruche, qui était une plateforme de financement, qui est toujours une plateforme de financement participatif de proximité, avec un modèle complètement innovant. Donc, je continuais dans l'innovation, je continuais dans la technologie, je continuais dans le changer les façons de faire, parce que à la base, moi, même si je ne suis pas super vieille, j'ai quand même contribué beaucoup je suis un bébé de la télécommunication, donc où est-ce qu'on apprenait aux gens, finalement, comment utiliser un cellulaire, tu sais, à l'époque, tu sais, c'était vraiment, tu sais, donc vraiment changer les façons de faire, adopter des nouveaux comportements. Et ils cherchaient justement quelqu'un pour développer le modèle à l'extérieur du Québec, pas à l'extérieur du Québec, à l'extérieur de Québec, donc de la ville de Québec, faire des petits et tout ça. Et c'est comme ça, finalement, que j'ai eu la chance de cofonder le modèle de La Ruche, puis maintenant, ben, a fait ses petits à travers le Québec. Et la vie a fait que, comme tu dis, là, après ça, j'ai pris un nouveau parcours au cours des 2-3 derniers mois où je me concentre sur plein de magnifiques projets. Plein de magnifiques projets. Puis c'est quoi l'impact de La Ruche? Parce que, tu sais, on sait, tu sais, puis explique tout pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. C'est une plateforme super intéressante pour des jeunes entrepreneurs. Bien, c'est extraordinaire, en fait. La Ruche, ça réinvente le modèle de financement, puis c'est particulièrement pertinent pour des entreprises en démarrage, mais aussi en croissance, tu sais, qui veulent développer un nouveau segment. Donc, en fait, le principe, c'est un peu comme, tu sais, les gens connaissent beaucoup Kickstarter, tu sais, donc c'est un modèle où est-ce qu'à coût de petites contributions, on recueille un grand montant qui va servir finalement à réaliser un projet donné circonscrit. Donc, exemple, j'ai besoin de 100 000 $ pour lancer un nouveau commerce et ben, dans mon montage financier, j'ai réussi à aller chercher des sous un petit peu partout, d'autres façons, des économies, des prêts, peu importe, mais il manque ce montant-là. Bien, je vais être en mesure, exemple, si je veux ouvrir un restaurant, une pizzeria, disons, bien, je vais prévendre finalement mes pizzas. Donc, la journée où est-ce que je vais ouvrir mon commerce, bien, les gens vont avoir déjà une clientèle. Donc, c'est quand même, il y a toujours cette notion-là de rayonnement aussi. Donc, ça fait connaître aussi le commerce avant qu'il soit ouvert. Et bien, il y a aussi la notion où est-ce que ça permet finalement de démocratiser le financement parce que quelqu'un qui a une bonne idée maintenant, des fois, c'est pour compléter un montage financier, mais dans plusieurs cas, c'est 100% des sous nécessaires au démarrage. Donc, c'est très, très, très intéressant. Puis votre impact est assez incommensurable là, dans les dernières années. Bien oui, parce que depuis 2013, La Ruche a été fondée en 2013, mais particulièrement depuis 2016, au moment où est-ce que j'ai joint l'aventure, bien, La Ruche est devenue un outil de développement économique reconnu par le gouvernement du Québec. Donc, ça, c'est un grand step, donc un autre palier. Et il y a aussi des grands partenaires qui se sont greffés à ça. Je pense juste à Desjardins qui a embarqué dès le début, mais particulièrement encore plus fort en 2018. Donc, La Ruche est devenue soutenue par Desjardins. Donc, ça, c'est quelque chose qui est super. Et il y a aussi plein de programmes de financement additionnels qui se sont greffés. Donc, on parle d'entreprises privées, mais aussi d'autres programmes gouvernementaux circonscrits qui, en fait, la philosophie derrière ça, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, l'entrepreneur fait un petit bout de chemin, va récolter des sous auprès de sa communauté, auprès des communautés. Et s'il réussit à atteindre son objectif, le partenaire va soit doubler le montant ou donner finalement un montant significatif supplémentaire, tu sais. Fait que c'est vraiment ça devient comme une belle plateforme où il y a une entente gagnante-gagnante. Ben oui, exact. Vraiment. Donc, ça donne accès à... C'est quelque chose que je trouvais quand même extraordinaire. Fait que ça, c'est une belle contribution qui était un peu dans ton aventure, si tu veux, entrepreneuriale, de dire, regarde, j'ai le goût de m'investir là-dedans. Tellement, puis j'ai eu du plaisir, là. Oui, pas idée. Vraiment. Puis, mais en parallèle, on a une Sophie qui prend le temps d'écrire un livre qui s'appelle Bébé Jetlag, tu sais, le guide voyageur pour les parents voyageurs, mes parents de 0-12 ans, c'est ça? Parce que là, j'ai une histoire parallèle. Parce que tantôt, je t'ai parlé de mon histoire plus professionnelle. Donc, mon parcours, tu sais, en résumé très, très vite. Oui.
Mais parallèlement à ça, la petite fille là, qui était dans son sous-sol là, de 4 ans, là, ses parents lui ont fait un beau cadeau. Puis c'était une map monde là, qui était dans mon sous-sol. Là. Puis là, moi, je passais mes jours et mes nuits à essayer de mémoriser c'est quoi le nom du lac en Zambie, puis tout ça. Fait que cette espèce de passion-là, du début, moi, j'ai toujours voyagé, énormément voyagé. Puis justement, cette envie-là, je voulais pas qu'elle arrête. Puis quand je suis tombée enceinte de ma fille en 2012, les gens m'ont regardé dans les yeux en me disant « Oh my God, ta vie est finie. Tu pourras plus jamais voyager. Oui. Une chance que tu as été à tel endroit, parce que là, ma fille, tu y retourneras plus, tu sais. » Puis là, je me suis dit « Mais ça se peut pas. » Puis partout où j'allais à travers le monde, là, je rencontrais des familles. Puis c'était pas des familles de Québécois. C'était généralement des Français, ou même des gens d'Amérique latine qui voyagent avec leurs enfants. Puis là, je me dis, mais comment ça se fait qu'au Québec, on a comme dans notre culture pas cette notion du voyage? Puis ça, je fais une parenthèse, là, on parle de voyage, là, mais il y a aussi la notion de restaurant, tu sais. Ah, j'allais justement dire, tu as des jeunes enfants, tu peux juste aller au Saint-Hubert ou au McDo. Ben oui. Non, mais ça, là, il n'y a rien qui me fait plus friser les oreilles. Écoute, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, là, arrêtez de poser la question, est-ce que c'est un restaurant pour enfants? Non, tu sais. Allez-y, tu sais. Oui. Puis on regarde un peu partout, tu sais, ne serait-ce qu'en Europe, à 11 h le soir, là, il y a un party de poussettes dans le restaurant, là, tu sais. Oui. C'est toute cette espèce de mindset-là que je me dis, mais voyons, ailleurs, c'est pas de même, tu sais. Oui. Fait que pourquoi pas chez nous? Fait que je me dis, pour changer les choses, il faut prendre les choses en main. Puis pour prendre les choses en main, souvent, ça passe par l'éducation. Fait que je me suis donné cette promesse-là de se dire, ce défi-là, plutôt, c'est vraiment d'inspirer, d'informer, puis d'outiller les parents voyageurs pour qu'ils soient en mesure de poursuivre leur rêve de voyage. Parce que quand j'ai eu ce désir-là de créer justement les plateformes de Bébé Jetlag, la référence des parents voyageurs, c'était pas parce que j'avais envie d'être la future Oprah du voyage au Québec, là. C'était vraiment parce que j'ai cette espèce de conviction que plus les gens vont voyager, plus ils vont s'ouvrir sur le monde, plus qu'ils vont s'ouvrir sur le monde, moins qu'ils auront, tu sais, ils vont avoir peur. Moins qu'ils auront peur, moins qu'il va avoir de préjugés. Moins qu'il va avoir de préjugés, prospère, faire une petite contribution. Oui, faire une différence pour innover. Je te confirme parce que mon frère rêve de faire un grand voyage avec sa famille. Fait que là, il a lu le livre, ça l'a vraiment inspiré. Bref, là, tu es en train de créer de l'impact concret. Oui. C'est à voir, c'est ça. Alors là, tu décides de faire ça en parallèle, mais raconte-moi, je veux juste comprendre parce que, tu sais, là, on voit ton parcours professionnel très dans la communication, dans l'innovation, tu t'en viens à la ruche et tout. Mais là, tu as la petite fille de 4 ans qui étudie le MapMonde, mais là, elle voyage seule. Fais-tu le tour du monde? As-tu ramassé assez d'argent pour le faire? Comment ça se passe? Mais oui. En fait, moi, j'ai développé même un terme quand je travaillais en milieu corporatif. Ils appelaient ça la créativité vacancière, tu sais, parce que j'étais vraiment justement du genre à... j'avais un bloc de 4 jours, je m'en allais à Istanbul. Là. Fait que j'arrivais au bureau avec ma valise, puis je prenais le dernier vol d'Air France, je connectais à Charles de Gaulle, je me ramassais justement à Istanbul, puis je revenais au bureau le mardi comme si rien n'était, tu sais. Okay. Fait que oui, je me suis donné à cœur joie et durant mes 2 congés de maternité, justement, moi, s'il y avait une chose un de mes grands rêves qui était inaccompli, c'était d'être Géo Club Med, mais ça n'arrivera jamais. dans ton bucket list, on va laisser faire. Non, j'étais comme ça a l'air le fun, ça, cette affaire-là, mais inquiétez-vous pas, je m'en irai pas Géo Club Med. Puis la deuxième des choses, justement, c'était quand j'allais en Asie, quand j'allais en Thaïlande ou en Afrique. Tu sais, je voyais des gens qui faisaient des tours du monde avec des dreads dans les cheveux. Puis moi, à l'époque, j'avais mon bureau fermé au 7e Nord, tu sais, du 612 Saint-Jacques, dans le Vieux-Montréal. Puis je rêvais juste d'être comme eux autres, tu sais. Puis je me dis, en 2012 puis en 2016, dans ces 2 congés de maternité-là, j'ai le droit de me donner ce luxe-là d'aller parcourir la planète, tu sais. Oui. Donc, je suis partie 2 fois 2 mois avec mes bébés, justement. Okay. À l'autre bout de la planète, mais aussi, tu sais, puis pas juste ces 2 blocs-là de 2 mois, là, tu sais, presque, mes enfants, ils ont voyagé à tous les âges de 0 à 24 mois, sauf à 7 mois. Je sais pas pourquoi ça a juste pas donné à 7 mois, là, okay. Mais j'ai testé toutes les affaires. Fait qu'en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, on a voyagé partout. Puis c'est justement forte de cette connaissance-là, terrain,
Puis de toutes ces, tu sais, c'est là où j'ai fait, tu sais, je niaise, là, mais j'ai fait un doctorat en voyage en famille, tu sais, parce que je me suis mis à fouiller, puis à écouter, puis à être membre de tous les groupes possibles et imaginables. Puis j'ai noté toutes les questions. Donc, vraiment, j'ai pris cette démarche-là de se dire, bien, toutes les questions possibles, je vais trouver les réponses. Fait que je me suis créé finalement cette espèce de job de spécialiste en voyage en famille, tu sais, ou en tout cas, je me suis positionnée comme ça. Oui. Puis c'est là que j'ai lancé le site en 2016 pour répondre aux besoins, en fait, d'information des gens, puis de l'information qui était validée, simplifiée, puis vérifiée. Fait que c'est vraiment, vraiment ça. Et bien, la vie a fait qu'en 2018, fort du succès du site de babyjetlag.com, ben il y a une maison d'édition qui est venue me voir, puis qui a fait comme « ça serait pas mauvais d'écrire un livre ». Et c'est comme ça que le Guide des parents voyageurs a vu le jour. Puis présentement, il est toujours numéro 1 dans sa catégorie au Canada et maintenant en Europe. Donc, en Europe. Ouais. Oh, wow. Dans la francophonie. Oui, dans la francophonie, juste en français. C'est génial, mais c'est génial. Mais as-tu de l'intention? Peut-être que ça serait bon de l'avoir en anglais aussi, peut-être? Bien, c'est toute une nation de droit, en fait. Okay. C'est vraiment, compte tenu que c'est un guide, puis ça, c'est bon à savoir si jamais il y a des gens qui veulent écrire des livres, là. Un roman est beaucoup plus facile de subventionner les droits de traduction, en fait, de subventionner la traduction. Tandis qu'un guide, il faudrait qu'un éditeur, dans le fond, anglophone, l'achète, mais il est toujours, en fait, sur le marché. Fait que, à vie, si jamais quelqu'un, ça lui tente. Pourquoi pas? Il y a 368 pages à traduire. C'est ça. Ah, ben c'est bon, ça. Oui. Parce que, OK, fait que là, on a... Mais moi, dans le fond, ce que je vois, c'est une Sophie, puis plus j'apprends à te connaître, c'est quand je parle de mon coup de cœur, une femme inspirante, une femme curieuse, une femme qui, dans le fond, qui fait d'un obstacle une victoire, tu sais. Dans le fond, c'est comme instantané chez toi, c'est intrinsèque. Hein? Tellement. C'est intrinsèque. Et là, quel âge les enfants aujourd'hui, là? Maintenant, mon fils a 7 ans. Okay. Ma fille a 10 ans. Wow. Puis ils veulent juste partir tout le temps. Oui, c'est ça, hein, partir, exactement. Ah oui. Mais c'est drôle que tu me dises ça parce que moi, je me rappelle, j'ai fait le tour de la Californie en congé de maternité, tu sais. Puis mon fils avait 7 mois, puis, tu sais, on était en Winnebago, là, tu sais, avec les enfants, tout ça. Mais probablement, la plus belle expérience à vie, c'est ce voyage-là qui m'a le plus marqué. Puis à 7 ans, je l'ai amené en Équateur construire une école. Tu sais, c'est comme... Fait que ces idées-là, je pense que ces images-là restent. Puis là, à 14 ans, il est parti faire un camp en entrepreneurship à Oxford cet été. Bravo! Fait que là, tu sais, tu sens que... Tu sais, je pense qu'on a notre devoir, puis je pense que ce qui est important, puis comme tu dis, d'origine italienne, toi, t'es portugaise, je pense, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est dans nos gènes d'avoir ce désir-là de voyager, mais c'est à nous de le créer, dans le fond. Puis toi, tu nous offres les outils pour faciliter ça. Exactement. Vraiment. Puis c'est drôle, tu parles des acquis de ton fils, de tes acquis. Puis cette ouverture-là, moi, je donne une super conférence qui est développer ses capacités humaines, un voyage à la fois, tu sais, où est-ce que je mets en lumière, justement, tu sais, tout ce qu'on va chercher comme richesse en voyageant, tu sais. Puis la capacité de créer des liens. Souvent, on dit aux enfants, « Hey, non, voyage pas avec ton fils, tu sais, il s'en souviendra pas, c'est pas grave, il avait 7 mois, tu sais. » Mais ça va tellement au-delà de ça, tu sais, les liens qu'on crée. Puis je regarde justement mes enfants à 7 et à 10 ans, tu sais, ils se souviennent peut-être pas nécessairement d'avoir vu telle affaire, mais il y a quand même des sentiments intrinsèques qui ont été... Cette ouverture vers le monde. Cette ouverture qui est là, définitivement. Mais quand même, ils ont des souvenirs qui se souviennent très bien. Puis souvent, je donne cette anecdote-là parce que je la trouve quand même très drôle, tu sais. Bien, pas très drôle, mais c'est anecdotique. Mais c'est là où est-ce qu'on voit justement cette partie du cerveau qui a été allumée. On était chez le beau papa à Fort Lauderdale, en Floride, où est-ce que justement, tu sais, le canal qui est là. Et j'ai ma fille qui dit « Ah, c'est drôle, c'est comme le canal de Panama, mais en plus petit. » Fait que tu vois, le fait d'avoir été visiter le canal a créé des liens, tu sais. Puis la base... Les ponts que tu parles, faire les ponts. Faire les ponts. C'est là où est-ce que je me dis, c'est génial. Puis quand elle a commencé la maternelle, ben ça a été la première à aller vers les enfants qui se sentaient un petit peu plus, tu sais, à l'écart ou des nouveaux arrivants ou des choses comme ça, parce qu'elle a été habituée, dans le cadre justement du voyage, à être la fille qui, elle, arrivait dans un environnement étranger aussi. Fait que ça, je trouvais ça magique. Oui, puis c'est l'élément et la sensibilité aussi émotive, tu sais, de pas toujours avoir été dans... parce que, tu sais, ici, il y a beaucoup, tu sais, c'est comme s'il y avait juste une recette, là. Puis tu es dans ce carré de sable-là et tu sors pas du carré de sable, tu sais, puis c'est ça ta vie, tu sais, alors qu'il y a plein de belles choses que tu peux apprendre. Tellement! Puis, tu sais, souvent, je dis cette phrase-là, notre chez nous est l'ailleurs de quelqu'un d'autre, tu sais. Oui.
Parce que souvent, on a peur de l'ailleurs ou est-ce qu'on a toujours l'impression que c'est meilleur chez nous aussi, mais il faut relativiser aussi que notre chez nous, c'est l'ailleurs de quelqu'un d'autre. Tu sais. Exact. J'adore ça. Mm-hmm. J'adore ça. Et alors là, dans le fond, toi, tu es une fille, t'aimes là, il y a quelque chose qui te passionne, puis là, tu viens comme absorbée par ça. C'est ça mon problème mental. Ben non, mais en même temps, c'est ce qui fait que tu réalises des choses grandioses, puis que tu permets d'aider des gens. Fait que là, tu le fais. Fait qu'on parle au niveau du voyage. C'est quoi tes plus grandes leçons apprises par rapport au voyage? Oh my God! En fait, les leçons apprises, je sais pas, mais ce que j'en tire, moi, c'est justement, on en a parlé, c'est cette capacité-là de créer des liens. Moi, je suis convaincue que ça fait de moi une meilleure citoyenne, une meilleure collègue, une meilleure amie, puis tout ça, d'avoir parcouru le monde, tu sais. J'ai des référents. Moi, je suis capable de connecter avec tout le monde parce que j'ai comme une culture générale assez phénoménale. Tu sais, des fois, je me pose vraiment la question, mais comment ça se fait que je sais cette affaire-là? Tu sais, j'ai l'impression que mon cerveau, il y a vraiment des fois des enjeux. Mais cette capacité-là humaine de créer des liens, de créer des ponts, j'adore quand tu dis ça, créer des ponts, parce que c'est l'essence même de ma mission. De ce qui drive. De ce qui me drive. Là, c'est vraiment, vraiment ça. Mais ce que j'en retiens le plus, c'est pas tant de m'être fait griller la couenne là, à un endroit spécifique ou d'avoir vu la chose, les merveilles du monde ou d'avoir fait... Non, c'est vraiment ces connexions humaines-là. Puis aussi le fait que je me dis, j'ai des amis aussi partout à travers le monde. Oui, exact, c'est ça. Puis toute la culture reliée à ça. Oui! Exact. Et juste mon fils, cet été, quand il a été à Oxford, je reviens, je dis, puis, tu sais, là, il y avait des amis d'un peu partout, tu sais, puis là, il dit, j'étais avec le premier ministre de la Macédoine, le fils du premier ministre. Je dis, c'est où ça, la Macédoine? Tu sais, je suis comme, oh my God, I have to look on the map, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais, tu sais, finalement, puis là, je dis, puis, t'as-tu gardé contact, tu sais, avec les gens, tu sais, de la Pologne, de ci, de ça? Il dit, maman, j'ai réalisé que les Européens sont pas mal moins sur leur téléphone que nous. Wow! Juste de faire cette constatation-là, de dire la culture nord-américaine très schématisée à le paraître, etc. Fait que lui, il a tout de suite compris ça, la différence entre l'Europe et ici. Fait que déjà, de savoir qu'il y a quelque chose d'autre qui existe ailleurs, ça fait du bien des fois à l'âme. Tu sais, quand on se sent pas bien puis qu'on est jugé, tu sais, c'est dur aussi pour les préjudices et le paraître, tu sais, qui est très fort. Quelque chose d'autre qui existe ailleurs. Retenez cette phrase-là. Ça aussi, c'est quelque chose qui me drive. Je me pose toujours la question, mais qu'est-ce qu'ils font ailleurs aussi? Exact. Ça, c'est vraiment, j'adore ça. Exact. Puis c'est un peu, puis c'est ce qui nous amène aussi à un sujet principal, dans le fond, un sujet qui nous touche beaucoup les deux. Dans le fond, toi, tu es en pleine quête de l'humanité, je vais le dire comme ça. Oui. Déjà avec ton projet Bébé Jetlag, déjà avec La Ruche Montréal. Mais là, il arrive quelque chose, un événement dans ta vie. Le 4 décembre 2020, j'ai gagné à la Loto-Cancer. L'auto-cancer du sein, sans aucun antécédent familial, sans aucun... Quel âge à ce moment-là? J'avais 38 ans. OK. J'avais aucune douleur, aucune masse, j'avais rien. C'est découvert de façon fortuite. Et pourquoi, en fait? C'est parce qu'on était en pandémie. Puis moi, je m'ennuyais de voir du monde, OK? Tu vas aller voir le docteur comme les vieux, le pire, c'est que c'est vrai. Je suis super gênée de le dire, mais en toute transparence. Puis, tu sais, je pense que ça vaut vraiment la peine de le dire. C'est ça qui s'est passé. Moi, je me suis dit, c'est qui les humains que je peux voir à l'automne 2020, tu sais? Bien là, écoute, je passais à travers tous mes examens de santé. Puis moi, vu que j'avais atteint des postes de direction quand même très, très jeune, à la base, il fallait que je fasse un bilan de santé annuel. Ça faisait partie, en fait, de ce que j'avais, en fait, en haute direction. J'avais pas le choix. Fait que j'ai comme... Moi, je vais être proactive. Oui, puis j'ai toujours eu cette habitude de vie-là. Tu sais, je sais que c'est un peu atypique pour, justement, quelqu'un dans la trentaine, mais moi, vu que c'est ça faisait partie de mon hygiène de vie. Et bien, en allant voir ma spécialiste, comme ça, tout bonnement, dans le cadre de porte, elle dit, à la fin de l'examen, puis c'est quelqu'un qui tu sais, on a des amis en commun, fait qu'on a comme une conversation plus friendly que la moyenne des ours, tu sais. Et elle me dit, puis à part ça, comment ça va, tu sais? Puis là, je me tente la clavicule, de même, juste par réflexe, en disant, écoute, je travaille vraiment beaucoup parce que c'est vrai qu'à La Ruche, on était en explosion. On a passé en pandémie, nous, de 3 personnes à 42. Là. Je veux dire, on était complètement dans le jus. Tu sais. Je dis, écoute, je travaille beaucoup, puis dans une posture qui n'est pas ergonomique et tout ça. Puis je ne sais pas pourquoi elle a eu un flash. Elle dit, hey, je t'ai jamais examiné les seins. Puis elle dit, viens ici. Fait que j'enlève mon manteau, puis je me réinstalle, puis tout ça, puis elle trouve rien. Puis elle dit, ben, sais-tu quoi? Tu as l'air à vouloir te promener, tu sais. Fait qu'elle dit, va te faire une mammo puis une échographie. Puis,
ça va te servir de référence, de marqueur futur, quand tu auras 50 ans, tu sais, puis tu auras comme un baseline, tu sais, vraiment un marqueur et tout ça. Puis moi, je me dis, pourquoi pas? Je vais y aller. Puis c'est comme ça qu'on a découvert une tumeur agressive, cachée, complètement cachée, puis qui a changé ma vie. Oui. C'est fou, hein? C'est fou. Comment c'est en un clin d'œil, la vie peut tourner. Vraiment. Puis en plus, je suis en parfaite santé, là, je veux dire. Mes joues sont roses, mon cœur va bien, je veux dire, j'allais super bien. Fait comment, en fait, puis ça aussi, ça fait partie de mes grandes, de mon hypercroissance personnelle, tu sais, de se dire à quel point ta vie, tu peux passer en une seconde d'un statut d'humain normal à quelqu'un de malade, tu sais. Oui. Oui, puis en même temps aussi, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais en même temps, tu passes tout par la gamme d'émotions de qu'est-ce que j'ai fait pas correct, pour mériter ça. Moi, je l'ai moins senti, cette affaire-là. Sauf que, moi, c'est là que ça m'a duré peut-être 24 heures. Oui, OK, là, j'ai fait « that's it ». OK, non. Là, OK, on change, puis qu'est-ce que je peux apprendre? Et c'est là, je pense que toi, tu es embarqué dans ton deuxième doctorat. Oh oui! Mon deuxième doctorat qui est moi, je niaise, je suis comme, c'est un doctorat accéléré en oncologie et en bien-être. Et c'est vraiment là où est-ce que je me suis donnée à fond. Ouais. Exact. Alors là, comme dans le même esprit entrepreneurial et de vouloir créer, changer les choses que tu as fait avec Bébé Jetlag, tu t'es lancé dans un cancer en cadeau. Oui. Un cancer en cadeau, en fait, pour revenir au 4 décembre 2020, quand j'étais dans le bureau de l'hôpital, puis on m'a annoncé ça, c'est bizarre, là, mais j'avais comme un sentiment dès ce moment-là, OK, what's next? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Exact. Puis, je me suis vraiment sentie prise par une mission. Puis, c'est peut-être l'autodéfense, c'est de la survie. C'est probablement un réflexe. C'est un réflexe de survie. Là. Je veux dire, on s'entend que c'est pas rationnel, tu sais. Mais j'ai décidé de prendre une posture de journaliste qui allait enquêter puis démystifier l'oncologie au Québec, OK? Oui. Bon, ça a été ma façon de survivre, OK? Mais pour moi, ça m'a vraiment bien servi. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là où est-ce que je me dis que chaque moment de ce parcours-là allait servir à quelque chose qui est plus grand puis que moi, puis qui allait redonner. Donc, je vais vivre, consolider, puis ultimement transmettre. Donc, à ce moment-là, j'avais déjà cette vision-là. Mais le comment, je ne le savais pas encore. Oui. La seule chose, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement extraverti quand même dans ma façon d'être. J'aime ça, tu l'as dit d'entrée de jeu, je suis présente sur les médias sociaux, on peut me suivre sur Bébé Jetlag, sur Instagram ou sur un cancer en cadeau sur Instagram. Mais j'ai senti pour la première fois de ma vie ce besoin de garder du silence. Puis ça a donné quand même très bien parce que c'était durant la pandémie. Puis bon, on s'entend qu'un site de voyage en famille durant la pandémie, c'était comme correct aussi que ce soit plus silencieux. Et j'ai pris 11 mois pour garder cette nouvelle-là presque confidentielle. Donc, j'avais un cercle de collègues qui savaient, un cercle d'amis proches, mais j'ai gardé ça vraiment... J'avais besoin, en fait, de me reconnecter à moi, tu sais, avant de prendre parole pour vraiment faire quelque chose d'impactant. Oui. Mais ce retour à moi était hyper important. Fait que, ça, c'est une leçon, je pense, dans n'importe quelle épreuve de résilience. Des fois, avant de sauter dans l'action, de prendre le pas de recul, puis de vraiment se poser, de se déposer, de se questionner, puis de prendre son souffle avant, après ça, de vouloir se lancer dans quelque chose. T'sais. Mais moi, j'ai profité, en fait, de ce que tu as fait. Oui! Parce que c'est Antoine Gagné, sur lequel tu as été sur son podcast. Écoute, et puis là, il est venu sur mon podcast, puis il dit, écoute, tu devrais écouter le podcast avec Sophie, là. Vous allez vous retrouver, les deux, là. Vous êtes deux dynamiques, même profil, tout ça. Fait que là, je dis, OK, là, j'écoute ton podcast, puis là, je suis comme, OK, un cancer en cadeau, je te jure, quand j'ai appris que j'avais le cancer, j'ai passé une nuit blanche à tout lire ton contenu, à tout faire tes Insta Stories. Et je suis pas la seule. J'en connais plein de gens. Et j'ai référé, si je l'ai pas référé 50 fois ton site web depuis le début, c'est ça. Alors, tu sais, parce que tu l'as tellement bien fait dans tes talents de communicatrice et surtout de vulgarisatrice et de désensibiliser. Tu sais, on devient très sensible à tout ça, puis on voit comme une... tu sais, alors, tu nous as amené ça. Moi, je te dirais, là, c'est comme... Puis là, tu réfères, tu sais, 4 livres. Bien, ces 4 livres-là,
livres-là, je les avais lus dans le premier mois de ma convalescence, tu sais. Fait que c'était comme, tu sais, c'est comme été mon espèce d'encyclopédie. Puis tu parlais mon langage, puis c'était très positif. C'était pas dans un esprit de vous allez combattre, vous allez... non, c'est comme, garde, apprenez, encore une fois, dans l'éducation, ton esprit d'éducation, de dire, regarde, on va outiller, on va éduquer. Mais ça, je te dis, là, ça a été, là, t'es la plus grande contributrice à ce mindset-là positif que le cancer m'apporte. Là, c'est fou comment ça me touche que tu me dises ça, parce que, tu sais, puis je te l'ai déjà dit, tu sais, à quel point j'apprécie ta rétroaction, puis tout ça, puis t'es pas la seule, puis je pense que je ne calcule pas l'impact. Non. Je le réalise pas encore. Fait que, puis j'ai mon amie Cadeline, en fait, et même que tu connais, salutations à Cadeline, qui elle, à toutes les semaines, elle m'envoie un petit mot en disant, tu sais, en me shakant en me disant, tu réalises pas. Oui, exact. Mais pour le bénéfice, en fait, des gens, ce que j'ai fait, c'est que j'ai documenté pendant toute cette année-là, en images et en texte, en fait, mon aventure avec le cancer. Pendant tes 11 mois que tu n'en as pas parlé, tu as commencé à créer ta bibliothèque de contenu. Voilà, fait que c'est ça. Fait que le compte Instagram avait un membre, il était caché et c'était moi-même, OK? Donc, je ne l'avais pas dévoilé du tout au grand jour. Et tu l'as dit tantôt, je veux pas... Le positivisme à outrance est un danger. Ce n'est pas ça, OK? Non. Moi, ce que je voulais, en fait, c'est pas d'être une mascotte, je veux pas être la porte-parole des cancéreuses du Québec, c'est pas ça du tout. Moi, ce que je voulais, en fait, quand j'ai eu mon diagnostic, j'étais en manque d'informations. Oui, d'informations puis d'histoires qui vont bien. Oui. Puis, on va se le dire, pour générer des dons, généralement, c'est des histoires qu'on met de l'avant de femmes aux chauves qui ne vont pas bien, puis tout ça. Moi, quelque chose qui m'a choquée au début, c'est que juste les statistiques sont toutes mises comme pour aller chercher de l'argent ou de la subvention pour avoir des recherches. Mais pourquoi qu'on ne dit pas à la place qu'il y a 97 % des chances de survie? Ben non, on va tout te mettre ça. Donc, tu as 3 %. Alors, moi, ma frustration venait de tout ça. Là, je me dis, c'est correct, là, les médecins ont besoin d'investir en recherche et développement. Il faut mettre ça, le mélodrame. Mais quand tu le vis comme patient, c'est très frustrant. Bien, totalement. Puis, tu sais, puis toute cette notion-là tu sais, puis qu'on le vit, qu'on passe, puis il y a beaucoup de frustration, là, tu sais, parce que quand on reçoit ce diagnostic-là, le médecin a généralement une demi-heure avec toi, tu sais, qui faut annoncer. T'es chanceuse. Moi, ça a été 5 minutes. Bon, bien, regarde, c'est ça, exactement. Donc là, on est laissé comme, moi, souvent, je donne cette expression-là, comme une biche sur le bord de l'autoroute, avec les phares, là, dans les yeux, comme ça, là. Oui. Donc, ils nous laissent, ils ferment la porte, ils s'en vont, puis on reste comme ça. On n'a aucune idée. Généralement, on n'a jamais entendu le mot cancer dans notre... Ben, en tout cas, si on est chanceux, on ne l'a pas entendu dans notre famille. Et si oui, on ne l'a pas vécu nous-mêmes, OK? Et là, on se ramasse avec une pochette de dépliants qu'on ne comprend même pas pourquoi ils sont là. C'est des dépliants qui sont génériques, qui vont même pas... Tu sais, des fois, tout droit à l'essentiel et pas, tu sais. Oui. Puis là, en fait, on nous enlève tout pouvoir décisionnel, tout pouvoir de réflexion. C'est comme si les attentes étaient qu'on donne les clés de la voiture puis au garagiste puis qu'on dise, bien, occupez-vous de notre santé. Puis moi, je me dis, c'est pas vrai. Moi, mon salut a été sauté dans l'action, tu sais. Bien, j'aime une expression que tu utilises aussi, c'est dire, tu sais, quand tu parles, je suis dans ma propre hypercroissance, tu te dis, je vais être le CEO de mon corps. Ah ben non, mais moi, là, ça a été vraiment ça. Moi, là, dans ma vie, là, je suis convaincue que les équipes les plus performantes, là, c'est celles là, qui sont complémentaires, puis les gens qui s'entourent le mieux. Oui. Donc, moi, là, quand je suis sortie de là, de mon diagnostic, j'ai été opérée le 18 décembre parce que j'ai pris en charge mon dossier de façon phénoménale. Puis j'ai eu Anne, mon ange, du CHUM aussi qui m'a rentrée. Puis en tout cas, bref, j'ai eu un parcours quand même assez typique. Mais dans cette petite fenêtre-là de 2 semaines, OK, j'ai eu le temps de dévorer un livre que je t'avais conseillé qui était Rémission radicale, entre autres, OK? Oui. Et cette femme-là, Kelly Turner, elle s'est justement, tu sais, elle s'est dit, on analyse beaucoup les cas qui vont pas bien. Mais pourquoi qu'on se pencherait pas sur analyser les cas de rémission radicale de 1000 personnes? Puis elle, c'est une PhD, là. C'est pas, c'est pas Ginette, là, dans le fin fond du bois, là. Je veux dire, elle a quand même... Non. Fait qu'elle s'est mise à étudier, puis elle s'est rendue compte, finalement, que les cas de succès, en fait, des cas de rémission radicale, faisaient, à l'époque, 9. Maintenant, ils ont rajouté un 10e pilier. Dans le fond, 9 choses en commun. Puis là, j'ai vu ça, j'ai dit, OK, attends une minute, OK, il y a peut-être une clé, là, OK? Donc, je me suis mis à... pour chaque pilier, trouver au Québec les meilleures ressources pour ça. Je les ai contactés. Puis là, j'ai bâti justement mon équipe de soins
paramédicaux, tu sais. Oui. Et c'est pour ça que souvent, je les appelle à la blague. C'est mon conseil d'administration puis mon conseil aviseur. Puis moi, je me suis auto-déclarée CEO de ma santé. Au même titre là, que tu donnes un poste, là, bien moi, je suis CEO de ma santé puis j'en suis fière. Puis c'est grâce à ça que j'ai pu avoir la motivation de me renseigner, de pouvoir parler d'égal à égal avec mon personnel traitant. Puis là, après ça, c'est toute cette confiance-là qui t'amène à des grandes choses. Parce que là, maintenant, la personne qui est devant toi, tu es dans une autre énergie. Tu es dans une énergie d'équipe, tu es dans une énergie de collaboration. C'est fantastique. Exact. Ah, c'est tellement inspirant, ça me touche. Qu'est-ce que tu dis là? Je trouve ça tellement bon. Ça me touche beaucoup. Oui. Puis tu sais, aussi, l'autre élément que ça arrive, puis je pense que c'est la grande mission que tu es en train de créer. Pour avoir passé par là, c'est quand tu arrives préparé puis que tu es d'égal à égal avec tes spécialistes, ne sont même pas habitués de se faire poser des questions. Moi, je me suis fait dire, en fait, par une infirmière extraordinaire, elle est vraiment géniale, une infirmière clinicienne qui m'a dit « Mais voyons donc, madame, vous posez donc bien des questions. Ouais. » Puis c'était pas péjoratif, c'était plus comme « Ben, on n'en a pas des gens qui posent des questions, tu sais. » Puis là, j'ai demandé, j'ai dit « Les gens ne viennent pas préparer. » Elle dit « Non. » Puis c'est là qu'elle a fait l'analogie du garage. Elle dit, moi, quand je m'en vais au garage, là, moi, je donne mes clés, puis je fais confiance aux mécaniciens. Fait que là, les gens ici, ils font ça. Puis je dis, ben, tu magasines pas ton gaz. Non, tu sais, je dis, puis moi, mon bien le plus précieux, c'est mon corps. Je suis pas prête à l'abandonner. Exact. Non. Fait que là, tu cumules tout ça. Oui, fait que là, je cumule. Là, maintenant, il y a plus de 250 vignettes qui sont là. Le 14 octobre 2021, tout ça, parce que, tu sais, je fais pas les petites choses je fais quand même les choses en grande. Oui, tant qu'à le faire. Tant qu'à faire. Donc, j'ai fait mon coming out officiel, dans le fond, dans le Clin d'œil. Donc, le magazine rose du Clin d'œil. Donc, j'avais une page où j'ai dévoilé mon histoire au grand jour. Okay. Donc, c'est comme ça où j'ai aussi dévoilé le compte Instagram, dans le fond. Et la raison pour laquelle je mettais autant, justement, que j'ai mis autant d'efforts dans le compte Instagram, justement, c'est un peu comme je disais tantôt, moi, j'avais besoin, tu sais, souvent, on dit, il faut le voir pour le croire, tu sais. Moi, j'avais besoin de voir des images. Combien de nuits blanches j'ai passé à scroller, dans le fond, un fil Instagram avec des mots-clics, tu sais, pour essayer de trouver des histoires de femmes qui vont bien, des histoires de femmes, dans le fond, qui n'ont pas, tu sais, qui me ressemblent, tu sais, des professionnels, des mères de famille, tu sais, qui font du sport. Puis j'avais différentes amies, justement, qui ont passé par là. Malheureusement, c'est comme une épidémie de cancer, là. On dirait qu'on se rend compte qu'il y a plein d'amis, là. Et dans les stats, c'est une femme sur 8 qui va avoir le cancer et une sur 34 qui va en mourir. Mais c'est la réalité. C'est la réalité, tu sais. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans mon écosystème. Tu sais, c'est un peu, je ne sais pas, c'est-tu un peu le même principe que quand tu magasines une voiture, tout à coup, tu vois la marque que tu veux tout plus souvent. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se passe, tu sais, parce qu'il y a vraiment beaucoup de c'est ça, de gens. Mais j'avais besoin, c'est ça, de trouver ces images-là. Puis des fois, je demandais à ces femmes-là, ben, hey, peux-tu m'envoyer une photo de toi en chimio? Je m'en souviens plus, mais je veux voir, tu avais l'air de quoi en chimio? Je veux voir ta peau, je veux voir tes... Tu sais, peux-tu me donner une photo toi avec ta prothèse capillaire? Tu sais, j'avais besoin d'images. Puis là, je me dis, bien, comment je peux faire pour créer un outil qui, justement, va servir pour que ces femmes-là, il y ait un endroit où aller puis qui vont pouvoir se baser sur mon histoire. Puis, tu sais, tu l'as vu, mes vignettes, là, tu sais, c'est pas... Il n'y a pas de photos léchées. C'est pas beau, là. C'est juste, c'est la réalité. Oui, exact. Mais en même temps, c'est ce qu'on a besoin de savoir. Ben oui. Tu veux savoir la réalité, donnez-moi l'heure juste, s'il vous plaît, quelqu'un, tu sais. Puis puis en même temps, tu as tout le choc. Puis comme tu dis, tu sais, t'es laissé... Moi, en tout cas, je suis encore dans le processus. Tu sais, j'ai encore de la chimio préventive et tout à faire, l'hormonothérapie par la suite. Mais, tu sais, puis moi, je suis quelqu'un qui a une drive, puis les gens disent, tu vas en parler, tu sais, voyons, tu vas en parler, tu sais. Oui, je vais en parler, parce que si j'en parle, puis ça peut aider une personne, moi, c'est tout ce qui m'importe dans la vie. Là, je me suis posé la question. Je me dis, est-ce que ça va nuire à ma carrière? Oui. Ben, je pense que tu as dû te le poser toi aussi comme question. Là. Je veux dire, peut-être. Oui, mais c'est ça. Mais moi, c'était tellement plus fort le besoin d'aider que c'est pas grave. Là, c'est comme s'ils ne comprennent pas, ben, c'est parce que c'est pas du monde, c'est pas des bons clients. OK, bien, c'est exactement ça. Je suis à la même place que toi. Parce que, mais pour vrai, dans ces 11 mois-là, j'ai eu le temps de réfléchir. Puis je me dis, est-ce que les gens vont avoir une certaine, un certain préjugé, puis tout ça. Mais non, je pense que ce qu'on a à livrer, ce qu'on a à partager, ce qu'on a à amener au monde est plus grand. Puis notre histoire, en fait, elle peut servir justement d'inspiration, tu sais. Mais aussi, tu sais, puis tu l'as dit tantôt, le mot éduquer, tu sais, puis c'est pas éduquer comme un prof de maternelle, là. C'est pas ça du tout, tu sais. Mais c'est plus de briser les biais,
tu sais, les tabous, tu sais, Oui. les tabous, c'est important aussi. Puis tantôt, on a ton 5 minutes dans le bureau là, de l'oncologue, là. Ben moi, c'était peut-être une demi-heure ou quelque chose comme ça, mais jamais on va expliquer comment ça fonctionne pour vrai, la chimiothérapie, tu sais. Oui. La radiothérapie, comment ça fonctionne? Est-ce que tu le sais que tu vas être tatoué à vie? Parce que quand on fait de la chimiothérapie, ils te font 6 tatous. Bien, sur le coup, là, moi, j'ai fait le saut. Je le savais parce que je m'étais renseignée parce que j'avais fait mon doctorat accéléré en oncologie. C'est ça. Mais le 3/4 des femmes, pour avoir parlé avec ces femmes-là, t'arrives, tu te fais tatouer, pouf, 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 6 fois. Oui. Puis t'es pas prête psychologiquement à ça. Même chose pour la biopsie. C'est un acte médical complètement à impact psychologique hallucinant. Ah oui, tu ris Oui, parce que tu comprends, là. Oui. Tu ris, tu comprends, mais on n'est pas préparé à ça. Fait que je me dis, si cette vignette-là, puis c'est pour ça, des fois, je dis à la blague, c'est comme un livre Instagram. Tu le lis d'en bas, puis tu remontes, en fait, les vignettes. OK? Oui. Ben, si tu vois ce parcours-là en image, ben moi, je pense que déjà, juste ça, Oui. t'es déjà un petit peu préparé pour aller continuer ta conversation avec ton oncologue. Exact. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment ça que ça a servi. Puis, tu sais, c'est là quand tu parles d'être bien entouré puis être le CEO de son corps, je vais faire le parallèle avec la business parce que, tu sais, moi, je suis dans le monde de l'entrepreneuriat et tout. Puis, tu sais, c'est à nous de prendre charge à quelque part. Tu sais, c'est à nous de prendre charge. Et moi, j'ai un client qui m'a dit quand j'ai dit, parce que, tu sais, quand je te dis, j'ai eu un 24 heures de depress, là, tu sais, j'ai été sur différents sites et c'était toutes des femmes. En fait, ça m'a amené un sens de faire une différence encore plus fort parce que j'ai vu qu'il y avait des femmes démunies qui n'ont pas peut-être la capacité d'étudier, d'apprendre ou de s'éduquer ou qui n'ont pas la même énergie de par l'entourage qu'ils ont, les raisons familiales, monétaires ou peu importe. Ma mère m'a dit, Cléo, tu as un cancer de luxe, toi. Oui. Puis j'ai dit, tu as raison. C'est vrai, j'ai un cancer de luxe. De quoi je me plains? Je suis extrêmement bien entourée. Et c'est là qu'un de mes clients un jour m'a dit, Cléo, il dit... Parce qu'il voyait que j'étais dans... Et tu peux pas t'en aller dans des sites comme ça. Il faut que tu t'entoures de femmes accomplies. Et c'est là que je t'ai contactée. Hey, j'aime ça! Mais moi, on n'en a pas parlé, mais moi, j'appelle ça des sœurs de sein. Oui. C'est comme mon trademark. Peut-être un jour, je vais le faire enregistrer à la blague, OK? Oui. Mais pour moi, cette sororité-là, c'est un des plus beaux cadeaux. Parce que, bon, le titre de ma plateforme, c'est un cancer en cadeau, tu sais. Puis souvent, les gens font « Ah, c'est donc bien weird, c'est un cancer en cadeau. C'est ça qui va avoir ça en cadeau. » Non, bon, c'est sûr qu'il y a plein de justificatifs à ça. Moi, pour vrai, ça a été mon cadeau de Noël le 4 décembre, OK? Juste d'un point de vue date, c'était ça, OK? Oui, c'est ça. Mais ça va au-delà de ça. Le cancer n'est pas un cadeau pour personne, mais tout au long de notre parcours, on trouve plein de petites pépites de gens qui vont nous procurer des petits, des moyens bonheurs, tu sais. Et si moi, je peux être un de tes cadeaux, toi, je suis sûre que tu en es déjà un pour moi, tu sais. Et toi, mais aussi plein de gens. Je pense à Sophie, à Jasmine, à Isabelle, à Nancy. Et je pourrais en parler tellement longtemps. Et outre ça, je pense à David, qui est aussi un frère de cancer, tu sais. Parce qu'au-delà de ça, dans le fond, je pense que c'est que tu sois un homme ou une femme, quand tu as vécu cette épreuve-là, tu es quand même capable de... En tout cas, il y a comme quelque chose qui est indescriptible. C'est comme des frères de guerre ou n'importe quoi. Fait qu'en tout cas, tu es ma sœur de sein et j'ai des sœurs de casque, qu'on en parlera plus tard, et j'ai aussi des frères de cancer. Exact, c'est ça. Puis il y a quelque chose aussi, c'est ça, puis c'est de s'entourer de gens accomplis qui ont le goût de faire une différence et tout. Et donc, tout ça t'amène... Moi, c'est ça que je trouve le fun de ton parcours. On voit déjà... Tu sais, la petite Sophie de 4 ans, je l'imagine encore avec le grand sourire. Là. Aujourd'hui, tu es encore ici, tu sais, avec le grand sourire, toujours dans l'impact, toujours. Alors là, tu fais ton coming out, tu fais un cancer en cadeau, le site qui est extraordinaire, que je vous invite à suivre. Mais là, il y a encore un autre projet encore plus grandiose qui se passe. Oui, puis ça, ce projet-là, je t'en parle, puis mon cœur, il vibre de fatigue et de bonheur. Oui, en fait, je me suis dit, ce projet-là ne peut pas juste rester sur Instagram. Il faut absolument que je fasse quelque chose avec. Donc, j'ai rappelé mon éditeur et j'ai dit, est-ce qu'on crée quelque chose? Fait que ça n'a pas pris de temps. En dedans d'une semaine, c'était réglé. Donc, carte blanche pour écrire un ouvrage. Au début, je pensais naïvement que j'allais raconter mon histoire, donner des outils, des choses comme ça. Finalement, maintenant, le livre est lancé, puis c'est l'outil le plus complet dans la francophonie, là, en matière de
d'accompagnement. Encore une fois, tu fais pas les choses à moitié. Non, mais c'est vrai. Des fois, je me trouve super drôle. Je me dis, des gens vont penser que j'ai comme 8 personnalités parce que autant que j'étais spécialiste, justement, du financement participatif, dans le fond, comme pas mal la spécialiste au Québec. Puis après ça, je suis devenue comme la spécialiste en voyage en famille. Puis là, maintenant, en cancer, je dis, il y a comme vraiment un problème dans mon cerveau, là. Il va falloir qu'on me diagnostique. Sauf que, oui, fait que ce livre-là, dans le fond, Un cancer en cadeau, qui est en librairie depuis le 1er février, ben c'est justement la meilleure amie que j'ai eu la chance d'avoir lorsque j'ai eu mon diagnostic parce que j'avais des gens que je connaissais qui ont pu déjà me pistonner. Mais moi, j'aimerais ça que ce livre-là soit là ou le meilleur ami parce que ça ne s'adresse pas juste au cancer du sein, hein, c'est vraiment tous les types de cancers. Les cancers, et ça ne s'adresse pas nécessairement à des gens qui ont le cancer J'aime non que plus. tu dises ça. Oui, il faut l'amener, cette nuance-là. Oui, tout à fait. Fait que c'est vraiment en fait, il y a 3 cibles. Donc, la première des cibles, bien sûr, c'est les patients, donc les gens comme nous qui ont un diagnostic. Le deuxième, c'est les accompagnants, donc ceux qui accompagnent. Mais il y a aussi un 3e point qui est à ne pas négliger, les cliniciens. Oui. Donc, là, vous allez me dire, ben attends, qu'est-ce qu'ils ont à apprendre, les médecins sur le cancer? Partez-nous pas là-dessus! Oui, c'est ça. Attends un petit peu, là, je vais en... Partez-nous pas là-dessus! Donc, oui, tu sais, le livre, à la base, je reviens à ce que tu as dit au début, créer des ponts. Et c'est là, puis tout le long de mon livre, dans le fond, le livre est bâti en 3 sections. Donc, la première section, c'est s'inspirer. Donc, c'est vraiment, on s'inspire de mon histoire, du diagnostic, où est-ce que je vous amène avec moi. Tu sais, tout ce que je vous raconte, là, c'est comme si vous étiez dans mes yeux, dans mes oreilles. En fait, même le livre est en livre audio, fait que vous allez, si jamais ça vous tente d'entendre ma voix, vous allez pouvoir même m'entendre, vivre mes sentiments et tout ça. Donc, vraiment, tout ce qu'un patient peut ressentir. Donc, c'est pour ça que c'est super pertinent pour les accompagnants, parce que tu dis, c'est comme ça que ma mère, mon amie, ma femme se sent, mon frère, tu sais. Oui. Donc, voilà. La deuxième, puis tout au long, quand je parle, revenons à la biopsie, bien, je fais voir page. Puis là, j'amène à la section 2 qui explique en fait c'est quoi, comment ça fonctionne. Mais là, c'est pas une brochure de la Société canadienne du cancer, là, pas du tout. Non. J'ai été chercher, dans le fond, 2, tu sais, Dr Dufresne, Dr Cloutier, Lambert, dans le fond, des sommités qui nous expliquent vraiment comment ça fonctionne, puis qui nous donne l'envers de la médaille, puis qui nous parle. C'est comme là, tu sais, ton 5 minutes que tu avais, là, c'est là comme si moi, là, pour vous, là, j'ai été chercher les meilleurs spécialistes, je les ai assis devant vous, puis j'ai consolidé leurs propos. Fait que tout ce que tu as besoin de savoir sur comprendre, disons, la chimiothérapie, la radiothérapie, nanana, tu as tout ça dans la section 2 et bien plus, justement, avec différents chapitres sur l'importance de la décision éclairée, partenariat patient, aussi toute une mise en contexte de sommes-nous tous égaux face au cancer aussi, parce que non, on n'est pas tous égaux face au cancer. Puis là, je parle de discrimination de genre, discrimination raciale. Donc, c'est tout ça. Puis j'ai été chercher vraiment des super top spécialistes là-dedans. Une réflexion aussi sur les guerres contre le cancer. Est-ce qu'on cherche à la bonne place? Oui. OK? Oui. Puis aussi, tu sais, oser penser différemment. C'est qui ici, les médecins au Québec, qui osent penser différemment, tu sais, en médecine intégrative, en médecine fonctionnelle, entre autres. Puis, tu sais, puis je pense à Dr Fleet, qui est extraordinaire au laboratoire, justement, tu sais, la chaire d'innovation en médecine d'urgence, c'est un hôpital laboratoire extraordinaire en innovation, basé à Charlevoix. Tu sais, on le connaît pas, le Dr Fleet, mais il faut le connaître. Je pense à Dr Boukaram et tout ça. Fait que tout ça, c'est la partie, dans le fond, plus informative, la section 2. Puis la section 3, dans le fond, c'est vraiment 100 choses, 100 solutions qui contribuent au bonheur, au bien-être ou à la vitalité en complément des traitements conventionnels. Exact. Fait qu'on crée des ponts. Fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi, la 3e cible, qui est aussi les cliniciens, parce que souvent, je me rends compte en conversant avec eux qu'ils ne savent pas que leurs confrères au MD Anderson Center, qui est le centre de cancérologie numéro 1 aux États-Unis, qui est comme le numéro dans des top centres mondiaux, ils ont du Reiki dans la salle d'opération. Ouais. Puis eux autres, ben voyons donc, je savais pas ça, tu sais. Mais oui, il y en a, tu sais. L'acupuncture est en première ligne là-bas, tu sais. Des choses comme ça. Fait qu'il y a plein, tu sais, je pense à la thérapie par champ électromagnétique pulsé, tu sais, qui est là, qui est étudié par la NASA. Il y a des millions, mais millions, j'exagère, des milliers d'études là-dessus, des preuves extraordinaires. Je veux dire, les soldats sont justement, le choc post-trauma est
est traité en Europe, aux États-Unis, avec cet appareil-là. C'est extraordinaire pour réduire les tumeurs et tout ça, mais on ne connaît pas ça ici, tu sais. Fait que c'est tout ça que je mets en lumière, des nouvelles techniques et tout ça, mais tout ça fondé et scientifique. Tu es allé chercher les meilleurs dans leur champ d'expertise. Oui, il y a 107 médecins spécialistes qui ont contribué à ton livre. Oui. Imagine. Parce que moi, c'est ça qui me fait... Puis merci. En tout cas, moi, je te dis merci au nom de la communauté francophone, OK? Mais je pense que cet ouvrage-là va vraiment devenir la référence. C'est sûr. Tout le monde en a besoin. Là, dès que tu reçois un diagnostic, mais je pense que tu as bien expliqué aussi les autres personnes à qui peut servir. Puis ça, c'est important aussi parce que les gens qui vivent avec nous ne comprennent pas nécessairement comment on se sent. Puis mais il y en a certains d'autres qui peuvent s'éduquer. Et ce que j'aime aussi, c'est que tu sais, je pense qu'on est chanceux au Québec. On a un bon système de santé. On a des spécialistes extraordinaires. Mais il n'y a jamais personne qui a pris le temps d'intégrer tout ça et de faire les ponts. Et je trouve que c'est ça l'élément brillant et unique dans ce que tu apportes dans ce livre-là. Bien, il y a 107 médecins spécialistes, mais là-dessus, il y en a quand même plus de 25 médecins. Puis à chaque fois, ils disent exactement ce que tu as dit. Oui. Merci de faire ça parce qu'il n'y a jamais personne qui y a pensé. Oui. En guillemets, il n'y a jamais personne qui a été assez fou. Mais là, quand on comprend ton profil, c'est la Sophie numéro 8 qui est en train de faire le livre. Exactement. Mais non, merci. Fait que répète-nous un peu la structure du livre pour qu'on le comprenne. Donc, le titre du livre, c'est quoi? Un cancer en cadeau. Si vous tapez ça, vous allez finir par trouver le livre là, dans tous les outils de recherche. Et de toute façon, on le met dans les liens de notre podcast pour être sûr de rendre ça encore plus accessible et facile. Parfait. Absolument. Là-dessus, donc, s'inspirer par mon histoire, on s'informe, dans le fond, tout ce qu'il faut savoir lorsqu'on reçoit un diagnostic. Vous avez tout en section 2. Pour comprendre la médecine traditionnelle, mais conventionnelle. OK? Fait que premier, histoire. Oui. L'histoire, qu'est-ce qu'on vit comme ça. Deuxième section, la médecine traditionnelle. Et la troisième, c'est tout ce qu'on... tout ce qui contribue au bonheur, au bien-être ou à la vitalité, mais là-dessus aussi, là, il ne faut pas penser que c'est juste des affaires ésotériques, absolument pas, là. Mais tellement pas. En fait, pas pantoute. C'est tout exemple, la santé financière, là. C'est-tu pas super important, tu sais? Oui. Bon, ben là-dessus, j'ai un fiscaliste, tu sais, un spécialiste en assurance, tu sais, Jasmine qui est CPA, tu sais, qui vont puis qui nous donnent des conseils et tout ça, là, tu sais. La santé buccale, combien de gens après ne le savent pas, mais la chimio fragilise les dents. Incroyable. Ben, j'ai été chercher une parodontiste puis une dentiste, tu sais, qui vont nous dire c'est quoi les meilleures pratiques justement pour prévenir. En fait, vraiment, là, c'est tout ce qu'on doit nous dire, mais qu'on n'a pas le temps de nous dire. Exact. Vraiment. Fait que mais vraiment, c'est du jamais vu, en fait. C'est du jamais vu. Non. Puis c'est une belle vision. En fait, moi, ce que j'aime, c'est la vision 360 intégrée pour le patient. Ben tellement. Puis l'autre affaire que j'aime, c'est rendre ça accessible. C'est-à-dire que quand je disais qu'on avait un cancer de luxe, nous, tu as pu construire ton conseil d'administration, mais c'est pas tout le monde qui a ces moyens-là non plus. Bien, qui n'a pas les moyens, mais il n'y a pas les réflexes. Puis il ne faut pas oublier que moi, toutes les recherches que j'ai été chercher, ben il y a aussi, quand je dis qu'on n'est pas tous égaux face au cancer, là, mon chapitre 35, en fait, 34. Plutôt. 34. En fait, ce que c'est que, les recherches ne serait-ce sont juste en anglais. Oui. Fait que, il faut savoir où aller les chercher. Oui. Mais deuxièmement, là, PubMed, puis tout ça, c'est juste en anglais, là. Fait qu'il y a un niveau... En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout fouillé, j'ai mâché, puis j'ai été tout droit à l'essentiel. Oui. Puis tu as une façon de le raconter, parce que moi, j'ai eu la chance de collaborer aussi, t'aider, pendant ma convalescence. Mais oui! C'est ça. Chapitre 36, oser penser différemment. Il y a un peu de Cléo là-dedans, puis il y a aussi sur la solitude aussi. Oui. Parce que autant j'ai de l'air de quelqu'un qui est bien entouré, autant il y a des moments que tu vis que tu es face à toi-même, puis des grosses prises de conscience, surtout pour des filles d'action comme nous qui n'arrêtent jamais. Mais ton témoignage dans le livre, il est super bon aussi. Là. Mais on le dira pas. Parce que je connais ta citation presque par cœur à force de l'avoir relue, mais vous irez le voir. Le voir. C'est ça. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Oui. Justement, ça a été un peu dans mon esprit. Justement, comme tu dis, moi, ça m'a fait autant de bien de dire, si je peux aider des gens qui vivent les mêmes choses que moi, go. J'embarque dans l'aventure, puis ça m'a fait du bien de collaborer. En tout cas, moi, j'ai apprécié. Écoute, c'était extraordinaire. Fait que ce livre-là est là pour ça. Encore une fois, merci infiniment. Mais qu'est-ce qui attend la super Sophie? La Sophie numéro 18 dans 2 ans, elle va être où, là? Non, mais ça, il faut se le dire quand même. Oui. C'est un saut dans le vide parce que j'ai été à la croisée des chemins au mois d'août où est-ce que je me dis, si je veux que ce bébé-là soit au niveau
la vision du livre, du livre là, oui. où je veux l'amener. Puis en fait, puis à tous les jours, je reçois littéralement, malheureusement ou heureusement, comme on le voit, des messages de femmes et d'hommes, en fait, qui m'écrivent personnellement puis qui me demandent d'aller prendre un café, mais je peux pas humainement. Je veux dire, c'est impossible. Donc là, faut que je me dis, OK, au plus vite, il faut que je livre cet outil-là. T'sais. Et c'est pour ça que j'ai quitté malheureusement la ruche, en fait, pour vraiment, vraiment me focusser. Heureusement. Oui, heureusement. Un nouveau chapitre. Moi, je le vois comme un nouveau chapitre de ta vie. Non, c'est sûr. C'est juste que c'est tellement des humains exceptionnels que ça fait toujours de la peine. Mais non, puis avec beaucoup de fierté, puis avec tout ce qui vient avec, la tête haute et tout ça. Mais ça reste quand même que ce nouveau chapitre, pour répondre à ta question, est dans le fond, est rempli d'opportunités. Mais tantôt, je parlais de réaliser des rêves entrepreneuriaux avec la ruche, de voyage avec Bébé Jetlag. Maintenant, je suis convaincue que ma mission, c'est d'aider à soutenir les gens pour qu'ils réalisent leur rêve de santé et de bien-être. De santé et de bien-être. Toujours dans l'innovation, toujours dans le changement. Donc, je donne beaucoup de conférences. Ça, j'adore ça. Donc, vraiment, sous trame de résilience, d'action, où est-ce que je prends mon histoire, puis un peu comme on a parlé, le côté CEO de sa santé. Oui. Donc, CEO de sa santé, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, vraiment, la résilience, là, ça s'applique à toutes sortes de sphères de notre vie, hein? Oui. Puis la gestion du stress, entre autres, tu sais. Donc, ça aussi, une belle... Tu sais, j'ai un super atelier sur la gestion du stress, donc comprendre, parce que est-ce qu'il y a un stress plus grand que celui de perdre sa vie? Pas vraiment. Non. OK? Fait que là, on repart un peu de ça, puis on retravaille. Donc, vraiment, plein d'opportunités. Donc, plein de conférences et tout ça. Et bien, il y a aussi quelque chose qui m'anime vraiment beaucoup, puis toi aussi qui t'anime, parce que les deux, on partage ce beau projet maintenant. Oui. Donc, les deux, on est sur le CA de Garde tes cheveux. Donc, Garde tes cheveux, qui est une fondation qui a été, en fait, qui est un organisme, pas une fondation, de bienfaisance enregistrée, qui a été partie par Sophie Truzel-Ménard, qu'on salue, et qui, finalement, manquait un peu de souffle parce qu'elle était tout seule là-dedans. Donc, Jasmine, moi et maintenant toi, on embarque dans le fond là-dedans pour faire connaître cette fameuse, en fait, technologie parce qu'on n'en a pas parlé. Puis les gens qui nous écoutent ne nous voient pas, en fait, mais on a gardé nos cheveux, OK? Oui. Parce qu'on a fait l'usage du casque réfrigérant. Puis ça, encore là, tu sais, quand j'ai reçu mon diagnostic, là, moi, j'ai l'audio de la médecin qui me dit « On a trouvé des solutions à tout. » Mais ça, par exemple, les cheveux, là. Mais c'est pas grave, ça repousse, hein. Fait que c'est ça. Puis là, moi, je me suis dit, attends une minute, là, mais ça se peut pas. J'ai dit, ça ne se peut pas qu'on soit capable d'envoyer du monde sur la Lune, qu'on greffe des visages. Puis en 2021, on n'est pas capable de sauver les cheveux des femmes. Non, ça se peut pas. Fait que là, j'ai fouillé pour me rendre compte qu'il y a une technologie qui est là en Europe depuis plus de 30 ans, qui existe, qui est là, qui a fait ses preuves, OK? Et que même en mai 2020, l'Université de Sherbrooke a fait une recommandation favorable d'utilisation de ces casques-là au Québec, puis qu'on n'en entend pas parler. Je me dis, ben voyons, ça se peut pas. Mais combien de fois, moi, j'arrive, les gens disent, oui, je veux garder mes cheveux. Ah, ben non. Ben non, c'est impossible. Mais non. Fait que voilà. Fait que moi, je me suis obstinée et j'ai comme envie de prouver le contraire. Donc, j'ai fini, en fait, la FDA aux États-Unis a approuvé l'usage du casque réfrigérant en 2015 et en juillet 2020, il y a une entreprise à Toronto, donc Penguin Cold Cap, qui importe finalement ces casques-là. Donc, c'est disponible à travers tout le Canada. Quelqu'un qui a un diagnostic là, demain au Saguenay là, va être en mesure de recevoir son casque en 24 heures, 24 à 48 heures, là, dans le fond, là, au Saguenay. Là. Puis je dis Saguenay, je veux dire, un peu partout au Québec et tout ça. Là, voilà. C'est accessible. C'est accessible. Puis la façon que ça fonctionne, en fait, là, c'est un principe simple de vasoconstruction. Dans le fond, le froid... Non, c'est un casque qu'on met sur notre tête à moins 30, moins 35 à peu près. Donc, le froid, dans le fond, resserre les follicules, crée une petite couche de glace, entre guillemets, là, façon de parler. Donc, ça empêche les agents chimiothérapeutiques de toucher finalement le follicule et de l'endommager. On s'entend-tu que c'est simple, là? Oui. C'est pas rocket science, là. Oui. Mais ça, cette affaire-là m'a permis justement de garder mes cheveux. Puis c'est ça qui m'a permis de garder l'anonymat pendant 11 mois. Oui. Tu sais, moi, j'ai pu continuer mes activités, j'ai pu aller conduire mes enfants à l'école, j'ai pu aller à l'épicerie sans voir le regard, dans le fond, de la caissière qui me regarde, qui dit « Oh mon Dieu, ma pauvre dame, elle a le cancer. » Tu sais. Oui. Moi, personne ne savait ça. Oui. Tu sais, j'étais dans mon intimité. Fait que c'était au-delà, finalement, dans le fond, tu sais, de la maladie, là. Ça, puis du côté physique, esthétique, là, de perdre ses cheveux, là, tu sais, c'est au-delà de ça. Moi, ça m'a donné, finalement, ça a conservé ma confiance en moi. Donc, ça m'a donné l'énergie de poursuivre, justement, mes traitements et tout ça. Puis ça a sauvé, je pense, une bonne partie de ma santé mentale. Et là,
aujourd'hui au Québec, il faut que tout le monde, OK? Donc là, je compte sur vous, les gens qui écoutent, là. Oui. OK? Oui. Donc là, quand les gens reçoivent un diagnostic, là, dites-leur, oui, c'est possible de garder nos cheveux malgré la chimiothérapie, parce que c'est vrai. Parce qu'on en est la preuve, puis parce que c'est pas juste un cas isolé, là. On est plusieurs à en avoir fait, dans le fond, l'essai au Québec depuis juillet 2020, là, où est-ce que c'est de plus en plus implanté. Moi, j'ai gardé 100% de mes cheveux. Allez voir sur Instagram, j'ai une chevelure exceptionnelle. Oui. Mais je dis ça à la blague. Donc, la mission de Garde tes cheveux, c'est vraiment d'informer et de former, dans le fond, les cliniciens. Encore une fois, l'éducation. Hein? Ah, ça, j'aime ça. Oui. Hein? Former oui. puis informer. Et soutenir aussi les femmes et les hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui voudraient garder leurs cheveux, qui voudraient faire usage du castre réfrigérant, rendre accessible la technique. Oui. Puis je pense qu'il faut lancer ce... Parce que c'est drôle parce qu'au début, les gens disaient « Ouais, mais c'est pas grave, tu perds tes cheveux. » Ouais, mais t'es à ma place, là. Tu sais, moi, je fais... Tu sais, regarde, je suis en podcast aujourd'hui. J'ai-tu le goût d'avoir un coco, moi, pendant 6 mois, là? Non, c'est ton intimité. Non, tu sais, pas du tout, là, tu sais. J'ai le goût d'être Cléo, là, tu sais. Clairement. Donc, puis c'est au-delà de 6 mois, parce que oui, tu as 6 mois de traitement, parce que un traitement moyen en cancer du sein, dans le fond, en chimiothérapie, c'est de 3 à 6 mois, OK? Oui. Donc, oui, dans ces eaux-là. Mais pour ceux qui ne me voient pas, moi, j'ai les cheveux qui, tu sais, quand même assez longs, là. Fait que ça peut prendre 3-4 ans avant que les cheveux repoussent, dans le fond, aussi. Fait que c'est 3-4 ans qu'on se regarde dans le miroir, puis on salue Jasmine. Jasmine a pris la décision de garder ses cheveux courts. Mais comme elle le dit si bien, c'est ma décision. Exact. J'ai adoré ça quand elle a dit ça au sommet. Exactement. Oui, au sommet, Jasmine a pris parole, puis elle est fière. Elle a ses cheveux de 1 cm de sa tête. Mais c'est sa décision. Oui. Et le fait d'utiliser le casque, c'est un outil pour reprendre un certain pouvoir, un certain contrôle sur quelque chose qu'on n'a pas en tout, c'est-à-dire la maladie. Exact. Et surtout, si tu vas dans le contexte des médecins aujourd'hui qui prennent 5 minutes avec toi, il y a encore moins le temps de t'expliquer c'est quoi les bénéfices du casque, right? Bien, en fait, je vais rajouter une couche de scandale à ça. Moi, je me suis fait dire, en fait, sous le couvert de l'anonymat, que des intervenants en première ligne se sont fait dire par des oncologues de dire que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les gens posent moins de questions puis ça va plus vite. Imagine. Fait qu'on a pour mission de changer ces paradigmes-là, d'aider le plus de monde possible qui passe à travers un cancer qui est une épreuve, mais tu sais, on sort plus fort de ça et on se donne... Bien, comme on le dit si bien, on va changer le visage du cancer du sein, un cheveu à la fois! Yeah! Exact! C'est ça. Oui! Mais alors, merci. Ça fait plaisir. On a déjà fait le tour. Et l'autre point que je veux dire, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a frappé, l'autre message. Oui. Donc, on a parlé beaucoup des cheveux, mais moi, ce qui me fâche aussi, puis le message qu'il faut lancer, c'est que dans le reste du Canada, c'est 40 ans et plus pour aller passer des mammoths. Oh my God, okay. Dis-le. Donc, aux États-Unis, tu as 40 ans et plus, tu n'as pas d'antécédents familiaux, tu vas passer une mammo. Oui. Même chose, le reste du Canada. Au Québec, c'est 50 ans et plus. Et il faut que tu te battes. Pour avoir ça. Oui. Alors, moi, j'ai 46 ans. Je n'avais aucun antécédent dans ma famille. J'ai découvert une masse et mon cancer avait à peu près 3-4 ans. Alors, tous les femmes maintenant à qui je parle, qui ont 40 ans et plus, n'écoutez pas votre médecin, allez passer la mammo, ne serait-ce que préventive. Et si jamais vous êtes une des 8, bien, sachez qu'il y a le casque réfrigérant qui existe. Mais oui, puis il y a plein de solutions. Puis il y a une chose qu'on doit retenir, c'est que ça peut aussi bien aller. Oui, tellement. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, juste une petite parenthèse, tu parles du 40 ans et plus, là, mais il y a le 30 ans, le 40 ans et moins aussi, là. Je le sais, OK? Puis, des cancers du sein dans la vingtaine, dans la trentaine, oui, ça se peut, puis ça se peut que ça fasse pas mal aussi, tu sais, parce que souvent, puis ça se peut que ça fasse mal aussi, parce que des fois, on se fait dire, ah non, ça fait mal, c'est pas un cancer. Fait que non. Fait que insister, en fait, rappons ça, suivons notre instinct. Oui. Puis pour suivre notre instinct, soyons informés et éduqués avec un bon livre qui s'appelle... Un cancer en cadeau! Yes! Ah, vraiment. Puis suivez-moi sur les médias sociaux. Je pense que je vais avoir beaucoup de choses à dire dans pas long. C'est sûr. Hey, un mille merci, Sophie, pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à vous autres. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir. Puis, quoi qu'il arrive, soyez résilients, puis gardons le sourire. Yes. Merci. Merci.
À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.